Oakley Headland est né le 18 janvier 2023 à Warren General Hospital, à Warren, en Pennsylvanie, de sa mère, Tasha Headland, et de son père, Tyler Prescott. Oakley, toujours joyeux, aimait regarder chaque matin Shérif, Fais-moi peur avec son arrière-grand-père. Il passait ses journées à faire du tricycle, nager avec ses tantes et jouer au camion avec son frère. Oakley était aventureux, curieux et très franc pour son jeune âge. Le 17 juillet 2025, la mère d'Oakley, Tasha, l'a déposé chez son père, un homme qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Tasha a dit vouloir que son fils ait une relation avec son père. Mais Tyler avait un casier judiciaire incluant harcèlement, conduite en état d'ivresse, des accusations liées à la drogue et négligence envers les animaux. Il venait également d'être libéré de prison environ un mois auparavant. En mars 2021, Tyler avait failli tuer un enfant de 18 mois et il avait empêché la mère de cet enfant de demander des soins médicaux immédiats. Il avait été accusé d'agression et condamné à 20 à 40 mois de prison d'État. Il a finalement purgé la totalité des 40 mois et une fois libéré, il a été placé en probation pour 2 ans, mais manifestement sans surveillance adéquate puisqu'il était toujours autorisé à être en présence d'enfants. Après l'arrestation initiale de Tyler en 2021, il avait payé sa caution, donc il était dehors, en liberté, en attendant son procès. Ce procès n'aurait lieu qu'en septembre 2022 et pendant cette période, il avait mis Tasha enceinte d'Oakley. Actuellement, Tyler était sans abri et pendant qu'Oakley était sous sa garde, le père et le fils allaient de maison en maison, logeant chez la famille et des amis. Donc, Tasha avait laissé son fils chez un homme qu'il ne connaissait pas et avec qui il n'aurait clairement jamais dû être. Aux premières heures du 14 août 2025, l'ami de Tyler, chez qui le père et le fils logeaient, a vu Tyler et Oakley dans le lit ensemble. Mais il a remarqué que pendant que Tyler dormait profondément, Oakley était bleu, froid et ne réagissait pas. Presque aussitôt après cette découverte, les secours ont été appelés au domicile situé rue Sherman à Bradford. Tyler a ouvert la porte et a conduit les agents dans une pièce où Oakley était allongé sur le dos, les bras le long du corps, sans aucun signe de vie apparent. Le petit garçon de 2 ans avait des ecchymoses sur tout le corps, avec des contusions sévères sous le nombril jusqu'à l'aine. Il avait également des ecchymoses d'une tempe à l'autre sur le front. Il n'y avait pas une seule partie de son corps qui n'avait pas d'ecchymose, de coupure ou de décoloration. Il avait des ecchymoses à l'intérieur de l'oreille, sur le palais, sous les aisselles, à l'intérieur des cuisses et sur ses parties génitales. Le garçon de 2 ans a été transporté d'urgence au Bradford Regional Medical Center, mais il était déjà trop tard et il a été déclaré mort. Les médecins ont trouvé un gros hématome sur la tête du tout petit. Il avait également d'autres marques visibles sur la tête, des accumulations de sang sous la peau autour des côtés de la tête, des blessures causées par un objet contondant sur le corps, ainsi qu'une trace de morsure apparente dans le dos. Encore plus horrifiant, la couche pleine de sang coagulé qu'Oakley portait, ainsi que la découverte d'une plaie ouverte sur ses parties génitales et d'un traumatisme anal. Lorsqu'une autopsie a été réalisée plus tard, il a été constaté qu'Oakley présentait un total de 86 blessures distinctes. Il avait également des lésions dues à un manque d'oxygène au niveau du cœur et du cerveau. La cause du décès du petit garçon a été déterminée comme étant une combinaison de multiples traumatismes contondants et de intoxication due à la cocaïne et à la méthamphétamine. L'autopsie a également révélé que l'ADN de son père se trouvait sur sa zone génitale. À peu près au même moment où Oakley avait été transporté d'urgence à l'hôpital, son père, Tyler Lee Prescott, âgé de 32 ans, a été arrêté. Il a été inculpé de plusieurs chefs d'agression aggravés et de mise en danger d'un enfant. Une fois l'autopsie d'Oakley terminée, il a également été inculpé d'homicide et de viol sur un enfant, ayant entraîné des blessures corporelles graves. Il a été détenu sous caution d'1 million de dollars. Lors de l'audience préliminaire de Tyler, des photos du corps d'Oakley ont été montrées au tribunal, et sa mère, Tasha, a été tellement bouleversée qu'elle a dû quitter la salle. Tyler, en revanche, ne semblait montrer aucune émotion. Le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie d'Oakley a témoigné et il a déclaré que la fillette avait été torturée. À un moment donné, il avait même été percé avec quelque chose, que ce soit un ongle ou un objet pointu. Le petit garçon avait survécu pendant au moins 4 heures,
durant lesquelles il a été battu jusqu'à ce qu'il finisse par décéder. Maintenant, selon la police sur les lieux, Tyler était visiblement bouleversé. Il parlait de façon incohérente et faisait les 100 pas. Il a aussi tenté d'expliquer que le gros hématome sur la tête d'Oakley venait d'une chute de chaise du petit garçon. Tyler a ensuite attribué les autres blessures sur le corps de son fils à un pistolet nerf et à une chute de vélo. Les agents ont constaté que Tyler transpirait beaucoup et montrait d'autres signes typiques d'une personne ayant consommé un stupéfiant. Bien qu'il ait ensuite admis avoir consommé de la méthamphétamine, il a insisté sur le fait que cela ne remontait pas à quelques heures auparavant, mais plutôt à plusieurs jours. Au moment du décès d'Oakley, lui et son père Tyler séjournèrent chez des amis. Ils s'appelaient Tyler Fenton et Kelsey Kabiska. Ils ont indiqué que le père et le fils venaient d'emménager mardi, 2 jours avant l'appel au 911. Le couple a déclaré qu'Oakley semblait plutôt timide lorsque son père entrait dans la pièce, mais que lorsqu'il partait, il redevenait normal. Kelsey a dit que cela lui donnait un mauvais pressentiment, mais qu'elle n'a jamais appelé les services de protection de l'enfance. Le petit ami de Kelsey, Tyler Fenton, a déclaré que le mercredi vers 6h du matin, il avait vu Oakley debout et se promenant dans la maison. Plus tard, il a entendu un bruit, pensant que c'était ses enfants qui tapèrent le mur. Il leur a crié dessus, puis est retourné se coucher. Un peu plus tard, il a été réveillé par l'alarme incendie qui s'est déclenchée dans la chambre de Tyler et Oakley. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a vu Oakley allongé par terre, nu, et son père s'est rapidement emparé d'une couverture pour le couvrir. Il a ensuite dit à Tyler Fenton qu'il avait enchaîné les cigarettes, ce qui avait accidentellement déclenché le détecteur de fumée. Plus tard dans la journée, vers 3h de l'après-midi, Kelsey est allé frapper à la porte de Tyler Prescott pour lui demander une cigarette. Il a ouvert la porte, bloqué l'entrée avec son corps, donné une cigarette, puis est vite retourné à l'intérieur. Ni Tyler Fenton ni sa petite amie Kelsey n'ont jamais revu Oakley vivant après cela. Le lendemain matin, jeudi, Kelsey, qui était au travail, a appelé son petit ami et lui a dit qu'elle s'inquiétait pour Oakley et lui a demandé d'aller voir comment il allait. C'est alors que Tyler Fenton l'a trouvé inconscient. Tyler Fenton a dit que lorsqu'il a ouvert la porte de la chambre, une légère mauvaise odeur lui a pris au nez et il a vu Oakley qui semblait sans vie. Alors, il a réveillé Tyler Prescott et lui a demandé de faire un massage cardiaque à son fils pendant qu'il appelait le 911. Mais Tyler Prescott était bien trop à l'ouest, alors Tyler Fenton a dû le faire lui-même. Des messages textes ont été retrouvés entre Tyler Prescott et la mère d'Oakley, Tasha. Le 10 août, Tyler lui a envoyé un message disant que lui et Oakley allaient rendre visite à sa grand-mère à Harrisburg. Puis, le 11 août, Tasha a envoyé un message à Tyler pour lui dire que son fils lui manquait et qu'elle voulait venir le chercher. Mais Tyler a ignoré le message. Le 13 août, Tasha lui a envoyé un autre message lui demandant s'il était en ville. Et Tyler a menti en lui répondant que non. Le lendemain, le 14 août, à 5h09 du matin, Tyler a envoyé un message à Tasha et a dit « Tasha, je suis désolé. Tosh, Oak est parti. » Maintenant, même si Tasha a insisté sur le fait qu'elle avait essayé de récupérer son fils auprès de Tyler et qu'elle lui avait envoyé quelques messages, selon quelques personnes sur les réseaux sociaux, Tasha avait été contactée et on lui avait dit d'aller chercher son fils parce qu'il craignait qu'il soit en danger. Mais selon eux, elle a refusé d'écouter. Que cette information soit vraie ou non, je n'en suis pas totalement sûre, mais j'ai pensé qu'il valait la peine de la mentionner. Maintenant, le petit ami actuel de Tasha, qu'elle autorise à être auprès de ses autres enfants, Brian Scott Parks, est également un délinquant sexuel inscrit au registre des délinquants sexuels. Donc, il ne semble pas qu'elle ait un très bon jugement, ni qu'elle offre à ses enfants l'environnement de vie le plus sûr. À cause de tout cela, de nombreuses personnes en ligne ont également demandé l'arrestation de Tasha, mais cela n'est pas encore arrivé. Peu après la mort d'Oakley, une photo de lui a circulé sur les réseaux sociaux. Un membre de la famille a pris la photo à une fête d'anniversaire, quelques semaines avant la mort du petit garçon. Sur la photo, Oakley a l'air absolument misérable, et il a des blessures visibles sur tout le corps. Personne ne semblait penser que quelque chose n'allait pas chez le tout petit, et les services de protection de l'enfance n'ont jamais été contactés. Il y a aussi ce message publié par la cousine d'Oakley après sa mort. « Cher Oakley, je n'arrive pas à croire que ton père ait pu te faire ça. Je suis tellement désolée, mon petit. J'aurais pu te sauver quand nous étions au déversoir et qu'il a essayé de te noyer. Je suis tellement désolée. Tu vas tous nous manquer et nous t'aimons tous. » Je ne sais pas exactement à quoi fait référence cette publication,
Mais on dirait que Tyler a essayé de noyer son fils avant sa mort. Pourtant, personne n'avait fait de signalement aux autorités ou aux services de protection de l'enfance. Peu de temps après la mort d'Oakley, sa famille a lancé une cagnotte GoFundMe demandant 10 000 $ pour les frais funéraires. Cependant, cette cagnotte a ensuite été fermée après de nombreuses critiques, car l'État allait prendre en charge les frais funéraires d'Oakley. Avant la suppression de la cagnotte, la tante d'Oakley, Courtney Headland, a écrit sur la page de collecte que la vie d'Oakley était bien plus qu'une tragédie. C'était juste un petit garçon avec le sourire le plus éclatant qui riait de tout et aimait tout le monde. Elle a aussi écrit sur Facebook « Oakley, je n'ai jamais fini ta couverture et ton vélo est toujours dans mon jardin, là où tu l'as laissé. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas quoi faire de tout ça, je ne t'oublierai jamais. » Les funérailles d'Oakley ont eu lieu le 19 août 2025 aux pompes funèbres Hollandbeck Cahill. Il a ensuite été enterré au parc commémoratif McKean, dans le comté de McKean, en Pennsylvanie. Depuis la mort du petit garçon, 2 pétitions ont été lancées en ligne. L'une d'elles exige que les autorités enquêtent minutieusement sur la mort d'Oakley et poursuivent toutes les personnes responsables. Elle demande également un soutien accru et davantage de ressources pour les services de protection de l'enfance. La deuxième pétition demande que les travailleurs de la protection de l'enfance puissent entrer immédiatement dans un foyer si la situation est jugée à haut risque et qu'ils soupçonnent une urgence. Et j'ai inclus les liens pour ces 2 pétitions dans la description ci-dessous. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Oakley aujourd'hui. C'est incroyable que sa mère ait pensé que c'était une bonne décision de le laisser avec son père, qui venait tout juste de sortir de prison pour avoir fait du mal à un autre enfant et qu'Oakley ne connaissait pas du tout. Je me demande vraiment à quoi elle pouvait bien penser. Il y a aussi le fait qu'elle laisse ses autres enfants auprès d'un délinquant sexuel fiché, même si je ne pense pas que ce soit probable. J'espère aussi qu'elle sera punie pour ce qui est arrivé à ce précieux petit garçon. Il ne l'a pas laissé reposer en paix, c'est injuste. La famille et les amis sont dévastés par la perte d'une jeune vie précieuse. Il y avait des signes, vous savez, et des choses qui, vous savez, je veux dire, tout cela aurait pu être évité. Amora Michelle Smallwood est née à Corban, dans le Kentucky, le 13 janvier 2020 de sa mère Alexandra Ward et de son père Jimmy Smallwood. C'était une fillette joyeuse qui aimait les arcs-en-ciel et les licornes. Amora avait une petite sœur nommée Kinsley et on disait qu'elle était la meilleure grande sœur. Les parents d'Amora s'étaient séparés à la fin de 2020 et sa mère, Alexandra, ou Alex pour faire court, a très vite commencé à fréquenter un nouvel homme nommé Jordan Taylor en janvier 2023. Les deux s'étaient rencontrés sur Snapchat et début février, Jordan emménageait déjà avec Alex et ses 2 fils dans leur maison sur Eatontown Road à Corbin. Moins d'1 mois plus tard, le 19 février, Alex était au travail, même si je ne sais pas exactement où elle travaillait, car en ligne, elle indique être la propriétaire d'une boutique pour enfants appelée Everything Baby Company. Mais quoi qu'il en soit, ce jour-là, Alex avait laissé Amora et sa sœur Kinsley sous la garde de son nouveau petit ami Jordan. Il s'occupait des filles depuis 8h30 ce matin-là, puis vers 14h30. Il appelait le 911 pour signaler qu'Amora était tombée et qu'elle ne répondait plus. Peu de temps après, la petite fille Lass a été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. À son arrivée au Baptist Health de Corbin, la fillette ne respirait plus. Elle avait également une hémorragie cérébrale et de multiples blessures sur tout le corps, y compris une morsure humaine sur le bras. Bien que le personnel médical ait tout tenté, la fillette de 3 ans a été déclarée morte quelques heures plus tard. Maintenant, la mère d'Amora, Alex, s'est précipitée à l'hôpital après avoir appris que sa fille ne réagissait plus. Et lorsque les médecins lui ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour Amora et qu'elle était décédée, la mère a immédiatement commencé à accuser l'hôpital de la mort de sa fille. Le fait est que la fillette avait plus de 70 blessures distinctes sur le corps, y compris de profondes lacérations au visage, des ecchymoses autour de l'œil droit, ainsi que des blessures importantes à la bouche, aux joues et aux lèvres. Elle avait des ecchymoses sur tout le corps, de la tête aux pieds. Et elles étaient à différents stades de guérison, ce qui signifie qu'elles s'étaient produites sur une certaine période. C'est quelque chose qu'Alex aurait remarqué.
Sans parler du fait qu'elle était aussi l'irresponsable qui avait décidé de laisser ses 2 filles à la garde de quelqu'un qu'elle connaissait depuis moins d'1 mois. Une fois l'autopsie du corps d'Amora terminée, il a été déterminé que la cause de sa mort était un traumatisme contondant non accidentel à la tête et au corps. Il a aussi été constaté qu'elle avait subi une agression sexuelle. Le légiste a conclu à un homicide. Peu après l'hospitalisation d'Amora, le compagnon de sa mère, Jordan Taylor, a été placé en garde à vue. Il a été inculpé de meurtre au 1er degré, de strangulation au 1er degré et de sodomie. Il a ensuite été détenu sous caution d'1 million de dollars. Ce n'était pas la première fois que Jordan avait des ennuis avec la justice. En fait, il avait déjà eu affaire aux autorités à plusieurs reprises par le passé. En fait, il avait été arrêté au moins 15 fois depuis 2019 pour des accusations d'agression, de violence domestique, etc. Menaces au 1er degré visant à semer la terreur, vol par soustraction illégale, ivresse publique, possession d'une arme à feu au numéro de série effacé et intimidation. Et tandis que la mère d'Amora, Alex, avait également été amenée au poste de police pour être interrogée, à ce moment-là, elle n'a pas été arrêtée. Même s'il était évident pour beaucoup qu'elle devait forcément savoir ce qui arrivait à sa fille dans sa propre maison. Donc, le 21 février, Alex s'est rendue sur Facebook et a publié un message dans lequel elle se souvenait de sa fille et se défendait. Elle a écrit « D'abord, je veux dire, repose en paix, le bel ange de maman. Je suis tellement perdue sans toi. Tu étais la lumière de ma vie. Je me souviens du jour où je t'ai eu. C'était un moment doux amer. Je n'ai jamais ressenti un lien aussi fort qu'en te tenant dans mes bras pour la première fois. Tu étais et tu seras toujours la petite fille de maman. Je sais que tu veilles sur moi et tous ceux qui t'ont aimé. Je n'oublierai jamais le sourire que tu avais sur ton visage chaque jour de ta douce vie. Maman t'aimera toujours et tu seras toujours l'ange gardien de maman. » Ensuite, elle a écrit « Deuxièmement, personne ne sait ce qui s'est passé ce jour-là. Je n'étais pas là, j'étais au travail. Les résultats de l'autopsie ne sont pas encore tombés. Si j'avais jamais pensé que mes enfants n'étaient pas en sécurité ou étaient en danger, je ne les aurais pas laissés avec lui. Ma fille n'a jamais semblé avoir peur ni dit qu'elle avait peur. Donc encore une fois, je n'ai jamais pensé qu'elles étaient en danger. » Alex a également déclaré qu'elle et sa famille savaient comment Amora avait eu tous les bleus sur son corps et qu'aucun d'eux ne venait de mauvais traitements. La mère a poursuivi en disant que la petite sœur d'Amora n'avait pas été blessée et qu'elle trouvait idiots les gens qui disaient qu'elle avait laissé son petit ami faire du mal à ses filles. Mais un peu plus d'1 mois plus tard, en avril, lors d'une audience au tribunal pour Jordan, Alex Ward, âgée de 20 ans, a été arrêtée en lien avec la mort de sa fille Amora. Elle a été accusée de complicité de meurtre ainsi que de complicité d'étranglement. Elle a également été placée en détention sous caution d'1 million de dollars. Elle, ainsi que d'autres amis et membres de la famille, certains portant des t-shirts sur lesquels il était écrit « Justice pour la princesse de papa », ont montré une vive surprise et un choc évident lorsqu'un adjoint du shérif a sorti la jeune femme de 20 ans de la salle d'audience menottée, puis l'a emmenée de l'autre côté de la rue au bureau du shérif pour les formalités d'enregistrement. Dans le Kentucky, les parents ont l'obligation légale de protéger leurs enfants du danger. C'est à la fois un devoir moral et légal. Et les parents qui n'empêchent pas leurs enfants de subir des conséquences comme celles-ci sont tenus responsables du crime comme s'ils l'avaient commis eux-mêmes. Les forces de l'ordre avaient saisi les téléphones d'Alex et de Jordan peu de temps après qu'Amora ait été déclarée morte. Et ce qu'ils avaient trouvé suffisait à les convaincre qu'Alex savait exactement ce qui arrivait à sa fille de la part de Jordan. Les enquêteurs ont découvert la preuve qu'Alex avait été averti par plusieurs personnes du passé criminel de Jordan. Et elle avait même recherché son casier judiciaire en ligne à plusieurs reprises, découvrant ainsi ses nombreux délits. Pourtant, malgré cela, et alors qu'elle ne le connaissait que depuis moins d'1 mois, Alex avait décidé de le laisser emménager avec elle et ses filles, et même de les laisser seuls sous sa surveillance. Il y avait des messages entre le couple qui montraient également que Jordan avait agressé Alex au moins une fois, après quoi elle lui avait envoyé un message lui demandant de ne plus recommencer, puis lui disant qu'elle l'aimait. Jordan avait répondu à ces messages en disant à Alex de ne plus le questionner et en affirmant qu'il ne garderait plus Amora parce qu'elle pleurait trop. Je me demande sur quoi Alex l'interrogeait pour le contrarier ainsi. Était-ce lié à un incident survenu à la petite lorsqu'il la gardait ? D'autres messages montraient la dynamique entre le couple, avec Jordan qui écrivait « Je pourrais te détruire, Alex, tu verras ». À quoi elle avait répondu « Je ne veux pas voir, je veux seulement toi, mon amour ».
Dans un autre message, Jordan l'avait menacé en disant qu'il allait transformer toute la maison en scène de crime. Ensuite, il y a eu plusieurs messages dans lesquels Jordan disait à la mère qu'il avait frappé Amora trop fort, et par conséquent, il l'avait couverte de bleu et d'autres marques. La réponse d'Alex à cela? Eh bien, elle a dit à son petit ami qu'il devait trouver un moyen de cacher les blessures d'Amora avant d'aller acheter une voiture avec sa mère et avant de partir en vacances. C'est ça qui l'inquiétait. Les détectives ont également examiné l'historique Google d'Alex. Et cela montrait qu'elle avait longuement cherché en ligne des moyens de faire disparaître les bleus et de faire disparaître les marques rouges. Ensuite, il y a eu une vidéo découverte sur le téléphone de Jordan qui avait été prise le 17 février, soit seulement 2 jours avant la mort d'Amora. Dans la vidéo, on voyait la petite fille avec de multiples blessures au visage, y compris une entaille sur le nez. Jordan, aussi visible dans la vidéo, étouffe la fillette avec sa main, on l'entend pleurer et halter. Le lendemain, le 18 février, une photo animée montre Amora en train de manger un bol de céréales. Sur cette photo, on peut voir qu'elle est encore plus blessée et il est évident que ses capacités motrices se détériorent. Puis, il s'avère que le 19 février, le même jour où la petite fille allait décéder, Jordan avait envoyé un message à sa mère. Ces messages disaient « Je vais m'en prendre à elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas à la maison. » Alex avait répondu « Ce n'est qu'un bébé. » Il y a eu un bref appel entre le couple après cela, même si on ne sait pas ce qui a été dit. Un peu plus tard, Alex avait envoyé plusieurs messages à Jordan pour lui demander si tout allait bien. Mais il ne lui a pas répondu. Et malgré cela, ainsi que les messages inquiétants qu'il avait envoyés auparavant, elle s'est restée au travail. 2 heures plus tard, Jordan avait appelé Alex à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. Alors, à la place, il lui a envoyé un message disant « Réponds, meuf, Amora ne se réveille pas ». Il y avait aussi des messages qui montraient qu'Alex avait été averti de l'implication potentielle de Jordan dans la mort prématurée de son fils nourrisson, Haven Taylor, en juillet 2020 à ça. Le garçon, âgé de 5 mois, est décédé alors qu'il était gardé par son père. Jordan gardait Haven cette nuit-là pendant que sa mère, Shaina, travaillait. Lorsqu'il a découvert que son fils ne réagissait pas, Jordan l'a appelé en disant « Ne sois pas en colère, mais le bébé n'a pas de pouls et il est dans l'ambulance. » Puis il a raccroché le téléphone et a ensuite envoyé un message à la mère dans lequel il disait « Je ne voulais pas lui faire de mal ». Ensuite, Jordan, en plaisantant je suppose, lui a envoyé un autre message dans lequel il a admis avoir tué son fils. Même si la mère du bébé, Shaina, a montré ces messages aux autorités, l'autopsie avait conclu à une cause indéterminée et elle se battait pour obtenir justice pour lui depuis ce jour. Donc, avant la mort d'Amora, Jordan avait même envoyé un message texte à Alex en disant « Je l'ai tué » en référence à son fils. Pourtant, même après avoir appris cette information, elle a quand même décidé de rester avec lui et de le laisser garder ses 2 filles seules. Peu de temps après que les autorités ont découvert cette information sur le fils nouveau-né de Jordan, qu'ils pensaient maintenant avoir été étouffé, il serait également inculpé en lien avec la mort du petit garçon. En octobre 2024, Jordan Taylor, âgé de 24 ans, plaiderait coupable des accusations portées contre lui en lien avec la mort d'Amora. En échange, les procureurs ont accepté de retirer la peine de mort des options possibles. Jordan serait finalement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et il doit être jugé en septembre 2026 pour le meurtre de son fils. L'audience de condamnation n'a duré que quelques minutes. Et Jordan Taylor a dit au juge qu'il n'avait rien à dire. Et cela s'est terminé lorsque les 2 avocats, le procureur et l'avocat de la défense, ont eu une brève dispute avant d'être appelés devant le juge pour un aparté avec le juge. Ce qui interdit au gouvernement, sur le plan constitutionnel, de requérir la peine de mort. L'avocate de Jordan Taylor a dit au juge qu'elle se demandait si l'affaire avait été jugée, s'il aurait été éligible à la peine de mort étant donné son faible QI. Le juge Dan Bellou l'a interrompu et a fait sortir Taylor de la salle d'audience. Taylor est accusé d'avoir tué Amora Smallwood, 3 ans, dans un crime jugé si horrible par la police et les procureurs que les témoignages et preuves auraient pu être insupportables pour certains dans la salle d'audience. Nous avions prévu de faire venir des thérapeutes ou consultants pour les jurés après ce procès. L'avocate de Taylor a refusé de commenter après l'audience, mais elle et Bowling ont échangé quelques mots après qu'elle ait déclaré que son faible QI ne faisait pas de lui un monstre.
Bowling a dit qu'il est un monstre. En mars 2025, la mère d'Amora, Alex, a été jugée et pendant le procès, elle a déclaré qu'elle ne prenait pas au sérieux les menaces de son petit ami, comme celle de transformer toute sa maison en scène de crime. Elle pensait qu'il plaisantait simplement. La mère a également insisté sur le fait qu'elle n'avait pas remarqué les nombreuses blessures sur le corps de sa fille. Mais le jury n'y a pas cru, et le 1er avril 2025, ils ont déclaré Alex coupable des accusations portées contre elle. Elle a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Peu après sa mort, la communauté a organisé un cortège de véhicules pour demander justice pour Amora, traversant le centre-ville de Corbin et s'arrêtant à sa tombe, où une veillée aux chandelles et un lâcher de ballons ont eu lieu en son honneur. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Amora aujourd'hui. Cette mère et son petit ami sont vraiment incroyables. Jordan est vraiment une ordure qui avait déjà tué un enfant. Et Alex est une idiote qui a ignoré tous les signaux d'alerte possibles juste pour avoir un homme dans sa vie. Un homme qu'elle connaissait depuis seulement 1 mois, et elle a agi comme s'il était plus important que ses propres filles. C'est écœurant. Coucou, je t'aime. Tu me manques. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Dernière minute au journal de 4 heures, nous venons de l'apprendre. Au cours des 15 dernières minutes, Daniel et Chloé Spencer font maintenant face à des accusations de meurtre au second degré dans la mort de leur fille de 5 ans, Missy Mogul. Melissa, ou Missy, Helen Rose Mogul, est née le 31 décembre 2019 à Tallahassee, en Floride, de son père, Chase Thornton, et de sa mère, Chloé Spencer. Elle avait également 2 frères et 2 sœurs. Missy, 5 ans, était une fillette brillante, joyeuse, douce et attentionnée. Elle adorait Minnie Mouse, Lilo et Stitch, regarder les papillons dans le jardin, danser, nager, jouer dehors avec ses cousins et jouer avec ses poupées. À la naissance de Missy, sa mère Chloé, âgée de 17 ans, vivait chez ses parents dans le comté de Wakulla, Floride. On disait que la mère était inattentive et ne s'occupait pas de sa petite fille nouveau-née quand elle pleurait. Ainsi, peu de temps après la naissance de Missy, les propres parents de Chloé, Pepper et Andy Mogul, ont commencé à élever la petite fille. Cela a duré jusqu'aux 4 ans de Missy, quand le tribunal a décidé de donner une nouvelle chance à sa mère et de lui rendre sa garde. À ce moment-là, Chloé était également mariée à un homme de 12 ans, son aîné, nommé Daniel Spencer. Ainsi, Missy, avec ses frères et sœurs, sa mère et le nouveau mari de sa mère, Daniel, vivaient dans une maison sur Kipling Court à Southwood. Et le matin du 19 mai 2025, les services d'urgence y ont été appelés. À l'arrivée des ambulanciers sur les lieux, ils ont trouvé la petite fille de 5 ans inconsciente et un homme nommé Robert Frabile, qui était présenté comme son grand-père, bien que non biologique, était en train de lui faire un massage cardiaque. Robert possédait également la maison où Missy et sa famille résidaient et y vivait lui-même. La fillette a été conduite au Tallahassee Medical Center, où elle a été déclarée morte peu après son arrivée. Missy présentait de nombreux hématomes sur tout le corps, des coupures au visage, des marques de ligature au poignet et des traces de brûlures sur les doigts. Ses pieds présentaient des ecchymoses, si graves qu'ils étaient devenus noirs. Il semblait qu'elle avait été attachée et étouffée. Missy était aussi mal nourrie et montrait des signes possibles d'agression sexuelle. Les médecins diraient qu'elle avait été tellement battue qu'elle était presque méconnaissable. Si cela n'était pas déjà évident, une autopsie ultérieure confirmerait que la mort de Missy était un homicide. Cependant, à ce moment-là, la cause de sa mort n'a pas pu être déterminée. La mère de la fillette, Chloé Spencer, 23 ans, et son beau-père, Daniel Spencer, 35 ans, ont été arrêtés. Initialement inculpés de coups et blessures aggravés sur un enfant, ils ont ensuite été accusés de meurtre au second degré. La libération sous caution a été refusée et il leur a été interdit d'avoir le moindre contact avec leurs 3 jeunes enfants retirés du domicile. Selon Chloé, sa fille avait été malade le week-end avant sa mort, mais elle comptait l'emmener chez le médecin. Ensuite, la mère a déclaré aux enquêteurs que Daniel, qui était récemment devenu dépendant aux stupéfiants, frappait Missy avec une ceinture sur les fesses et les jambes 2 fois par jour. Lorsque les autorités lui ont parlé et lui ont demandé d'expliquer les différentes blessures de Missy, il a déclaré que parfois, lui et Chloé enveloppaient Missy dans une couverture, l'emmaillotaient pour essayer de l'endormir.
Mais en se débattant pour sortir, elle s'est causé des ecchymoses aux bras et poignets. Danielle a également affirmé que les blessures sur son visage étaient dues à ses allergies et qu'elle se grattait. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, Danielle a commencé à accuser sa femme de la maltraitance de la petite fille, disant qu'elle frappait Missy et la secouait dans tous les sens pendant de longues périodes. Pourtant, il n'avait jamais tenté de contacter les services de protection de l'enfance ou les forces de l'ordre. Puis Danielle a dit à la police qu'avant la mort de la fillette de 5 ans, elle n'avait pas dormi pendant environ 6 ou 7 jours. Ni lui ni Chloé ne l'ont emmenée chez le médecin, mais ils lui ont donné du Benadryl pour l'aider à dormir. Ils lui faisaient aussi faire des exercices pour essayer de l'épuiser. Le matin où les services d'urgence ont été appelés, Missy s'était enfin endormie quelque temps après 2 heures du matin, a-t-il dit. Mais ensuite, elle s'était réveillée de nouveau vers 4 heures du matin. Danielle a signalé aux autorités que Missy avait des troubles du comportement et retenait sa respiration lors de ses colères. À son réveil vers 4 heures, il a commencé à se disputer avec elle et a tenté de la remettre au lit, puis il a quitté la chambre en refermant la porte. Après quelques minutes, Danielle est retourné dans la chambre et c'est là qu'il a dit avoir trouvé Missy inconsciente. Mais quelle histoire stupide! Comme si elle pouvait vraiment mourir en retenant sa respiration. Elle se serait simplement évanouie d'abord, tu sais. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi une carte mémoire d'une caméra de surveillance dans la chambre de Missy. Et ils ont également pris la tablette de son beau-père, Daniel. Et même s'il avait tenté de supprimer plusieurs vidéos avant de remettre les appareils à la police, ils ont tout de même retrouvé de nombreuses vidéos où il agressait physiquement la fillette de 5 ans. Cela comprenait le fait qu'il la frappait, lui attachait les membres et jetait des draps sur sa tête et sur tout son corps. Du sang de Missy a également été retrouvé sur plusieurs oreillers et sur une couette dans la maison. Les détectives ont également trouvé des photos d'elle recroquevillée sur le lit, tandis que sa mère, Chloé, se tenait au-dessus d'elle avec un objet à la main, prête à frapper, ce qu'elle admettra plus tard être une chaussure. Après la mort de Missy, de nombreuses personnes, dont des membres de sa famille, ont attribué ce qui lui est arrivé aux défaillances des tribunaux, des forces de l'ordre et de l'Agence de protection de l'enfance de Floride. Cela s'explique par le fait qu'en juillet 2024, un appel avait été passé à la ligne d'assistance des services à l'enfance, affirmant que Danielle l'avait agressée sexuellement. Cependant, le département a estimé qu'il n'y avait pas de motif suffisant et ils ont classé l'affaire sans l'inculper. Ils diront plus tard que cela était dû au fait qu'il n'y avait aucune preuve matérielle que quoi que ce soit s'était passé et que, essentiellement, ce serait simplement la parole de Missy contre celle de Danielle. Chloé, la mère de la fillette, avait aussi porté plainte la même année, accusant Danielle d'agression, mais celle-ci a été classée faute de preuves suffisantes pour l'arrêter. Ce qui rend la décision des autorités de ne pas inculper Danielle à chaque fois encore plus insensée, c'est le fait que ces incidents s'étaient produits seulement quelques mois après qu'il ait été pris dans une opération piège visant des prédateurs d'enfants. Elle s'appelait Opération Grand Nettoyage et elle a été menée par le département du shérif du comté de Léon. Apparemment, Daniel avait été surpris en train de discuter en ligne pendant des heures avec une policière infiltrée qui se faisait passer pour une fille de 15 ans. Quand l'agente a dit à Daniel qu'elle n'avait que 15 ans, il a répondu que l'âge n'était qu'un chiffre. Toujours dans ses messages, il a dit à la jeune fille qu'il voulait faire l'amour avec elle et a insisté pour qu'elle supprime la conversation afin qu'il n'ait pas de problème. Finalement, comme je l'ai dit, Daniel a été arrêté et à ce moment-là, on a trouvé des préservatifs et du lubrifiant dans son camion, ce qu'il a affirmé être pour lui et sa femme parce qu'ils n'avaient pas passé la Saint-Valentin ensemble. Il a également essayé de dire aux policiers que les messages envoyés à la jeune fille de 15 ans étaient simplement des textos automatiques ou que son fils de 3 ans avait peut-être pris son téléphone et envoyé les messages par accident. Mais lorsque les policiers ont dit à Daniel qu'aucun de ces scénarios n'était possible, il a alors rejeté la faute sur un enregistreur de frappe, qui est un type de technologie de surveillance utilisée pour enregistrer les frappes sur un ordinateur ou un téléphone. Cela capture et enregistre essentiellement tout ce qu'un utilisateur fait. Suite à cet incident, Daniel a eu un procès d'1 journée et le 15 avril 2025, il a été reconnu coupable de s'être déplacé pour rencontrer un mineur. Bien qu'il n'ait pas encore été condamné à ce moment-là, il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Ainsi, les procureurs ont demandé qu'il soit détenu jusqu'à ce qu'il soit condamné. Ils étaient inquiets car Daniel avait plusieurs enfants mineurs chez lui et ils ne voulaient pas qu'il les côtoie. Mais la juge Tiffany Baker Carper a autorisé sa libération.
Après que Daniel ait été arrêté pour s'être déplacé afin de rencontrer une mineure, Chloé avait confié la garde temporaire de Missy à son amie, Paige Carnahan. Paige connaissait Chloé depuis le lycée et disait qu'elle avait toujours été gentille et douce. Jusqu'à sa rencontre avec Daniel. Maintenant, une fois que Missy était sous la garde de Paige, elle lui a raconté que Daniel mettait sa main autour de sa gorge et la touchait de façon inappropriée quand il était en colère. Ensuite, Paige a porté plainte à la police. Comme je l'ai dit plus tôt, pourtant, rien n'a été fait. Et selon Paige, elle les avait suppliés de faire quelque chose. Mais les travailleurs sociaux lui ont simplement dit que Missy avait probablement été influencée pour inventer ces accusations contre Daniel. La petite fille avait ensuite été rendue à la garde de sa mère et de son beau-père en octobre 2024. Et selon des membres de la famille, après que Missy ait révélé à sa mère que Daniel l'avait touchée, Chloé a menacé la petite fille. En mars 2024, Chloé a également publié sur ses réseaux sociaux pour défendre son mari. Elle a dit à tout le monde de le laisser tranquille parce qu'il n'était pas un prédateur sexuel. Selon elle et Daniel faisaient simplement un jeu de rôle où elle jouait une fille de 15 ans, ce qui n'a aucun sens puisqu'il y a des preuves qu'il parlait à un policier. La famille de Chloé a aussi indiqué que quelques semaines avant l'arrestation de Daniel lors de l'opération d'infiltration, elle l'avait surpris tentant de quitter la maison la nuit pour voir une fille de 12 ans. Chloé avait apparemment consulté son téléphone pendant qu'il se douchait pour sortir, découvrant des messages entre son mari et la jeune fille évoquant leur plan pour se voir ce soir-là. Elle a aussi trouvé des preuves que Daniel l'avait déjà rencontré auparavant. Inutile de dire que de nombreuses personnes avaient averti la mère de tenir ses enfants éloignés de Daniel dans les mois précédant la mort de Missy, mais elle les avait toutes ignorées et avait défendu son mari en même temps. En regardant les autres publications de Chloé, elle paraissait toujours être une mère très aimante et attentionnée. Elle parle constamment de Missy comme étant tout son univers et une vraie fille à sa maman. Cependant, il y a une publication du 15 janvier 25 qui m'a vraiment marquée. Chloé a écrit « Si tu veux être un parent bienveillant, cool. Si tu veux être un parent strict, c'est bien aussi. Je m'adapte aux besoins de mes enfants selon le moment. Ils peuvent avoir droit à un câlin, à une bonne correction ou aux deux. Ça dépend, mais les deux incluent une discussion car je ne veux pas que mes bébés aient à deviner mes intentions. » De façon troublante, après l'arrestation de Daniel en lien avec la mort de Missy, sa grand-mère a écrit une lettre au juge chargé de l'affaire pour demander de la clémence pour lui. La lettre dit que c'est un homme honnête et digne de confiance qui n'a pas de condamnation antérieure. Il a aussi une famille et mérite une chance de s'améliorer. La grand-mère de Daniel poursuit en affirmant qu'elle pense qu'il a peut-être été piégé au moment de sa supposée infraction. Elle ne croit pas qu'il ait eu de mauvaises intentions, mais plutôt qu'il a été trompé pour faire une mauvaise chose qu'il pensait être une bonne chose. Tout cela est complètement absurde. C'est un homme adulte. Et le juge à qui elle a écrit, dont j'ai dit qu'il s'occupe de l'affaire du meurtre de Missy, est aussi exactement le même juge qui a laissé Daniel sortir de prison en attendant sa condamnation pour ses crimes sexuels. Je dirais que c'est un gros conflit d'intérêts. Selon la grand-mère de la fillette de 5 ans, Pepper, l'accusation essaie actuellement de faire requalifier les charges contre Daniel en meurtre au premier degré et par la suite de demander la peine de mort. Après le décès de Missy, une cagnotte GoFundMe a été créée pour financer les obsèques et aider ses frères et sœurs qui vivraient chez une grande-tante. Une veillée pour célébrer la vie de Missy Mogul a eu lieu le 29 mai 2025 où plus de 100 personnes se sont rassemblées devant le centre communautaire de Southwood pour lui rendre hommage. Je ne la connaissais pas, mais j'ai l'impression d'être elle. Nous avons toutes des petites filles dans ce quartier et nous devrions protéger nos enfants. J'aurais juste aimé la connaître et pouvoir faire quelque chose. Ashley Chambers a versé beaucoup de larmes à cause de la mort de la petite Missy Mogul, âgée de 5 ans. Elle et d'autres mamans de Southwood sont tellement choquées et bouleversées par cela qu'elles organisent une veillée pour Missy ici, dans le jardin des papillons de Southwood. Je pensais qu'il était important pour le quartier de se réunir et d'avoir simplement un espace de recueillement pour la communauté. Des bulles, des nuances de rose et de violet, et Minnie Mouse. Ce sont toutes les choses qui faisaient de Melissa Mogul, 5 ans, la petite Missy. Les voisins de Southwood rendent hommage à ces aspects de sa vie lors d'une veillée jeudi pour honorer cette adorable petite fille.
Chaque fois que vous la voyiez, elle avait un sourire sur le visage. Nous avons ressenti le besoin de faire quelque chose pour montrer à cette famille notre amour et notre soutien, et pour partager l'histoire de Missy et faire en sorte que son nom reste présent afin que nous puissions obtenir justice pour elle. Nous voulions faire des bulles, dessiner sur le trottoir, lui laisser des messages d'espoir et d'amour. La famille de Missy était aussi présente. Sa marraine, Jasmine Harsfield, salue les efforts de la communauté pour l'honorer, mais espère que justice sera faite ensuite. Pensez à Melissa quand vous imaginez une petite fille pleine de vie. Une cérémonie en hommage à la petite fille est également prévue pour le 21 juin 2025 à l'église Bay Harbor Church of God à Brunswick, en Géorgie, et elle sera également diffusée en direct. En juillet 2025, Chloé et Daniel ont tous deux été inculpés pour meurtre au premier degré au lieu de leurs accusations initiales de meurtre au deuxième degré. Dans les documents judiciaires, il a été révélé que la cause officielle du décès de Missy a été déterminée comme étant une asphyxie. Lors de l'audience, Chloé a plaidé non coupable des accusations portées contre elle et Daniel a simplement choisi de garder le silence. Les procureurs ont annoncé qu'ils allaient demander la peine de mort contre Daniel. Ils ont ensuite décidé de requérir également la peine de mort contre Chloé. Alors que le procès de Daniel était initialement prévu pour novembre 2025, sa défense s'est battue pour obtenir un report qu'elle a finalement obtenu. Son procès est maintenant prévu pour commencer à la fin du mois de juin 2026. La date du procès de Chloé n'a pas encore été annoncée. Le 19 août 2025, une troisième arrestation a eu lieu en lien avec la mort de la petite Missy, âgée de 5 ans. Son grand-père, Robert Frabel, 71 ans, a été placé en garde à vue et inculpé pour n'avoir pas signalé les mauvais traitements envers les enfants. Cependant, il a été libéré sous caution plus tard dans la même soirée. Comme je l'ai déjà dit, Robert n'était pas le grand-père biologique de Missy. En réalité, il était plutôt un parent de substitution pour Daniel. Robert est aussi un pédiatre à la retraite, tu te rends compte. Pourtant, il est accusé de ne pas avoir signalé la maltraitance qui se produisait chez lui. Et étant donné qu'il était médecin, il aurait dû connaître les lois concernant le signalement de ce genre de choses. Cependant, l'avocat de Robert nie qu'il ait eu la moindre idée de ce qui arrivait à Missy. Robert a déclaré aux autorités qu'il avait des problèmes avec Daniel et Chloé depuis leur emménagement. Bien qu'il ait envisagé de les mettre à la porte à plusieurs reprises, il ne l'a finalement jamais fait parce qu'il savait que cela aurait un effet négatif sur les enfants. 4 jours après la mort de Missy, les autorités ont demandé à Robert s'il avait essayé de signaler les abus qu'il soupçonnait ou dont il avait été témoin. Robert a affirmé qu'il avait prévu de demander conseil à un avocat le jour de la mort de Missy, mais qu'elle était décédée avant qu'il ne puisse le faire. Donc oui, il savait. De plus, 2 jours avant la mort de la petite fille, une vidéo a été prise qui l'a montrée dans une pièce avec Chloé et Daniel. Les pieds, les chevilles et les genoux de Missy étaient tous attachés avec du ruban adhésif de sport rose. On a vu Daniel placer une couette sur le haut du corps de l'enfant. Puis il a commencé à la frapper à l'arrière des jambes avec une ceinture en cuir. Pendant qu'il faisait cela, Robert est entré dans la pièce et lui a dit d'arrêter. Daniel a dit non. Et en même temps, Chloé a ordonné à Robert de sortir de la pièce. La couette a ensuite été retirée du corps de Missy et en dessous, elle était enveloppée dans une autre couverture. Elle avait aussi un casque sur les oreilles et du ruban adhésif bleu sur les yeux. Quelques instants plus tard, la vidéo montre Robert et Daniel en train de se disputer et Robert disant au beau-père qu'il maltraite l'enfant. Daniel a répondu qu'il ne le faisait pas, puis il a physiquement poussé Robert hors de la pièce. Robert avait également admis aux enquêteurs qu'il avait entendu Missy se faire taper et il avait remarqué qu'elle était restée beaucoup plus souvent dans sa chambre la semaine précédant sa mort. Quand il avait demandé à Chloé et Daniel pourquoi elle restait autant dans sa chambre, ils avaient répondu que c'était parce qu'elle le voulait et qu'elle était simplement très fatiguée. On ne sait pas encore quand le procès de Robert aura lieu. En novembre 2025, un projet de loi en Floride visant à interdire la libération sous caution de criminels dangereux en attendant leur procès a été déposé. Elle s'appelle la loi Missy. Le 13 décembre 2025, la famille de Missy a planté un jeune chêne rouge et a organisé une cérémonie en l'honneur de la petite fille. Une plaque commémorative à son nom a aussi été installée près de l'arbre. Pepper, la grand-mère de Missy et organisatrice de l'événement,
se souvient de sa petite fille comme d'une enfant heureuse. Pepper a dit « Elle était très affectueuse. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Elle riait tout le temps. Elle était tellement joyeuse et ne voulait de mal à personne. Elle voulait juste des moments heureux. » Les grands-parents de Missy, Pepper et Charles Mogul ont assisté à la cérémonie commémorative où un chêne rouge a été planté dans l'aire de jeu où Missy adorait jouer. Elle adorait jouer dehors, être près du sable et passer tout son temps dans les parcs. Donc j'ai pensé qu'il serait préférable de le faire dans un parc. C'était une petite fille très affectueuse, pleine de vie, qui avait toujours le sourire aux lèvres, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir écouté l'histoire de Missy aujourd'hui. Il y a tellement de choses dans cette affaire qui sont absolument scandaleuses. D'abord, Daniel a été autorisé à rester en liberté après avoir été reconnu coupable d'avoir tenté de rencontrer une mineure. Ensuite, personne n'a écouté Missy quand elle a dit qu'il l'a touchée. Et puis, il y a le fait que sa mère, Chloé, a défendu ce monstre et a blessé sa fille tout comme lui. Tellement d'échecs ont conduit à la mort de cette petite fille. Et c'est tout simplement irréel. Que penses-tu de cette affaire? Il vient de mourir. Le pathologiste a dit qu'aucune cause définitive de décès ne peut être identifiée et le décès de James a été classé comme une mort de cause naturelle indéterminée. Witkowski se demande toujours ce qui s'est exactement passé la nuit où James est mort et maintenant, elle a engagé son propre médecin légiste privé pour examiner l'affaire une seconde fois. Comment un enfant de 2 ans peut-il décéder sans explication? James Riker Bill est né le 6 octobre 2017 de sa mère, Kara Wachowski, et de son père, Thomas Bill, à Palatine, dans l'Illinois. James était un petit garçon adorable qui pouvait faire sourire n'importe qui. Il adorait jouer avec sa grande sœur, chanter et danser. James aimait aussi les monstres. Il adorait la chanson Baby Shark et on disait qu'il était très aventureux et curieux. Les parents de James, Kara et Thomas, n'ont jamais été mariés mais sont restés ensemble 5 ans. Tout au long de leur relation, Kara a déclaré que Thomas était violent envers elle, tant émotionnellement que physiquement. Il lui disait qu'elle n'était pas une bonne mère, que ses enfants ne l'aimaient pas et qu'elle ne valait rien. Les choses dans leur relation se sont encore aggravées en août 2018 lorsque Thomas a violé et sodomisé Kara. Quelques jours après que cela soit arrivé, Kara l'a confronté et Thomas a fini par s'excuser. Il a prétexté que cela était dû aux nombreux traumatismes subis dans sa petite enfance. Il a dit à Kara que son père, Jerry Bill, l'avait agressé sexuellement, ce qui lui avait causé une dépression, un trouble dissociatif de l'identité, un trouble de la personnalité antisociale et un trouble de la personnalité narcissique. Il a dit que c'était une de ses autres personnalités qui l'avait violé, mais Thomas a aussi promis à Kara qu'il irait en thérapie. Il voulait aller mieux, alors elle a décidé de rester avec lui. Mais même si Thomas allait en thérapie, les choses dans sa relation avec Kara ne se sont pas du tout améliorées. Et en mars 2019, Tom a de nouveau violé Kara. Après l'incident, Kara a rejoint un groupe sur les réseaux sociaux dédié aux troubles de stress post-traumatique et a partagé son expérience. Eh bien, Tom a fini par le découvrir et il l'a appelée, menaçant de la tuer. Alors Kara a décidé que c'en était assez et elle a signalé le viol à la police. Elle a aussi commencé à élaborer un plan pour échapper à Tom. Elle comptait emmener ses 2 enfants chez une amie jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Mais Tom l'a découvert aussi, et il a dit à Kara que si elle partait, il ne se suiciderait pas seulement, mais il la tuerait aussi. Cependant, Kara savait qu'elle n'allait pas rester plus longtemps avec cet homme horrible. Une fois que Tom a compris que Kara ne bluffait pas, qu'elle ne reviendrait pas vers lui, il a décidé de lui dire la vérité. En réalité, il n'était jamais allé en thérapie comme il le prétendait. Il a également avoué qu'il n'avait jamais eu de troubles dissociatifs de l'identité ni de personnalité multiples. De plus, à un moment donné avant cela, Thomas avait dit que cette personnalité alternative l'avait presque poussé à battre un enfant à mort. Et le juge qui allait plus tard présider leur affaire de garde, le juge Dalton, était au courant de cela. Gardez donc cela à l'esprit. Kara a demandé à Tom si les enfants étaient en sécurité avec lui. Il a répondu qu'il représentait sans doute un plus grand danger pour eux que pour elle, car il l'aimait plus.
Donc, Thomas a été arrêté après que Cara a signalé le viol à la police. Cependant, il n'a jamais été inculpé et il a fini par être libéré dès le lendemain. La police a déclaré qu'il n'y avait pas assez de preuves, même si Cara avait des messages dans lesquels Thomas admettait ce qu'il lui avait fait. De plus, Cara n'a jamais été informée lorsque Thomas a été libéré de prison le lendemain de son arrestation et il s'est présenté chez elle. Quand il est arrivé, Tom s'est approché très près de Cara, mais heureusement, une amie de Cara était là, donc il n'a pas pu lui faire de mal, ni aux enfants. Mais Cara a décidé qu'il était temps de demander une ordonnance de protection d'urgence contre son ex. Depuis quelques semaines, depuis leur séparation, Tom utilisait la voiture de Cara parce que même si elle était à son nom, elle n'avait pas de permis de conduire. Lui, oui. Et lorsqu'il a rendu le véhicule à Cara, elle était en train de le nettoyer et a trouvé un disque dur qu'elle savait appartenir à Tom. Et dessus, elle a trouvé des milliers d'images pédopornographiques. Tom admettra plus tard que c'était bien son disque dur et il a demandé à Cara de le détruire pour lui, ce qu'elle n'allait évidemment pas faire. Cara a plutôt alerté la police et les services de protection de l'enfance sur la situation. À peu près à la même période, la fille de Cara et Tom a dit à Cara que son grand-père, avec qui elle et son père vivaient, Jerry Bill, l'avait touchée dans ses parties intimes, qui étaient également très rouges et irritées. La fillette avait de nombreuses ecchymoses aux jambes et a affirmé que son grand-père l'avait frappée. La police a alors ouvert une enquête sur Jerry Bill. Après cela, Cara a déposé une requête d'urgence pour essayer d'obtenir uniquement des visites supervisées pour Thomas. C'était en avril 2019, mais lorsque l'affaire est passée devant le tribunal, le juge Dalton n'a pas voulu écouter Cara ni examiner aucune de ses preuves. Et elle avait même un enregistrement de sa fille racontant ce que son grand-père lui avait fait. Donc la requête de Cara a été rejetée et Thomas a obtenu des visites non surveillées 4 jours par semaine avec James et sa sœur aînée. Concernant leur grand-père Jerry, il a seulement reçu l'interdiction de contacter les enfants. Mais comme je l'ai dit, il vivait avec Tom, donc il vivait avec les enfants 4 jours par semaine. Mais quand le juge en a été informé, il a simplement dit que Jerry pouvait aller dans l'autre pièce. Les enfants allaient être là pendant des jours. Jerry ne va pas simplement aller dans l'autre pièce pendant des heures. Voyons. Près de 2 semaines après avoir obtenu plus de temps de garde qu'il n'aurait dû, Tom a décidé de blesser encore plus son ex et il a déposé une requête pour restreindre son temps de garde. Cela a été fait dans son dos et pendant qu'elle était au travail, donc Cara n'a jamais eu la moindre chance de se défendre contre les accusations que Tom avait faites pour obtenir la garde. Et le tribunal finirait par lui accorder la garde majoritaire temporaire et ils ont défini des visites supervisées pour Cara. Donc Tom avait maintenant presque 100% de la garde des enfants et Cara n'avait que quelques visites supervisées de temps en temps, même si les enfants avaient été blessés alors qu'ils étaient sous sa garde. La dernière fois que Cara verrait son fils James vivant, c'était le 6 août 2019, plus de 2 mois avant sa mort. Et en septembre 2019, Cara avait été sommée de se présenter au tribunal pour outrage, pour avoir parlé malgré une ordonnance de bâillon, et elle avait été menacée de prison pour avoir dit que les autorités l'avaient acculée et l'avaient forcée à accepter une garde partagée à 50-50. Cara savait que quelque chose n'allait pas avec ses enfants et elle avait tout fait pour essayer de les protéger. Malheureusement, James finirait par mourir la nuit d'Halloween. C'est le 31 octobre 2019 vers 22h que les services d'urgence sont intervenus dans le secteur du 1300 East Evergreen Drive à Palatine. James a été retrouvé dans la chambre principale de ses grands-parents, allongé sur le dos sur le lit, les lèvres bleues. Une petite bulle rouge sortait de son nez et de la mousse rouge de sa bouche. Le petit garçon a été immédiatement transporté d'urgence au Northwest Community Hospital d'Arlington Heights, mais malgré les efforts de réanimation des ambulanciers puis du personnel hospitalier, James a été déclaré mort. Les grands-parents de James, qui n'auraient absolument pas dû le garder étant donné les antécédents d'abus sexuels de Jerry envers son père, ont affirmé que le tout petit jouait avec un appareil électronique sur le lit après le départ de son père Thomas au travail. Sa grand-mère était ensuite allée prendre une douche, mais à son retour, elle a pensé que James dormait simplement sur le lit. Elle a alors remarqué que ses lèvres étaient bleues et elle a appelé les services d'urgence. Et le père de James, Thomas, a déclaré qu'il était parti travailler vers 21h35, laissant son fils aux soins de sa mère. Thomas a dit à la police qu'avant de partir ce soir-là, son fils semblait en bonne santé et réactif. Il a aussi précisé qu'avant de partir, James semblait fiévreux et qu'il prévoyait de l'emmener chez le pédiatre le lendemain matin. L'autopsie du corps de James a finalement pris plus de 3 mois.
Lorsque les résultats sont arrivés, ils ont révélé que le décès de James était dû à des causes naturelles indéterminées. Et il s'était écoulé moins de 24 heures après la mort de James, lorsque la police a écarté l'hypothèse d'un acte criminel et a clos son enquête. Le médecin légiste essayait de dire que la mort de James était due à une mort subite inexpliquée chez l'enfant, ce qui n'arrive qu'à un enfant sur 100 000 essais. Mais le fait est que les dossiers médicaux de James montraient qu'il avait été soigné à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour un prolapsus rectal. Son autopsie a indiqué que cela n'avait en rien contribué à sa mort. La mère de James, Cara, a déclaré que son fils avait en réalité été hospitalisé 9 fois au total pour son prolapsus rectal. Quand elle avait demandé des explications à son ex Thomas, il lui avait juste dit que James était constipé. Cependant, Thomas a dit au médecin que James n'avait aucun antécédent de constipation. Cara, la mère de James, avait appris que lors de 4 de ses rendez-vous, des examens médico-légaux pour agression sexuelle avaient été pratiqués, mais elle n'en a jamais vu les résultats. De plus, Cara n'a appris qu'après la mort de son fils, car personne ne l'avait informé que selon les dossiers médicaux de James, il était à haut risque de morbidité depuis août 2019. Cela était dû au fait qu'il avait subi une chirurgie de réparation rectale, mais que son rectum ne rentrait toujours pas. Donc, étant donné cela et le fait qu'il y avait une bulle rouge qui sortait du nez de James ainsi qu'une mousse rouge qui sortait de sa bouche, sa mère, Cara, savait que sa mort n'était pas un accident. Et elle a décidé de faire pratiquer une seconde autopsie. Il adorait absolument les monstres. Les seuls souvenirs que Cara Wachowski a du petit James, âgé de 2 ans, Pouvoir le serrer dans mes bras me manque. tiennent dans un sac de course. Je n'ai eu absolument aucune forme d'apaisement dans tout ça. L'ex de Witkowski avait la garde de James cette nuit d'octobre où la police de Palatine a reçu un appel concernant un enfant de 2 ans inconscient en arrêt cardiaque. Et il était allongé sur le dos, ses lèvres étaient bleues. Mais quand Witkowski est arrivé à l'hôpital, James était déjà décédé. Quand vous êtes là à me dire que vous ne pouvez pas m'expliquer comment mon fils est mort, je ne peux pas le croire. Plus de 3 mois se sont écoulés sans aucun résultat d'autopsie du bureau du médecin légiste du comté de Cook, jusqu'à cette semaine où elle a reçu cette lettre. Il est simplement mort. La pathologiste a dit qu'aucune cause définitive de décès ne peut être identifiée, et la mort de James a été certifiée comme étant de cause naturelle inconnue. Witkowski s'interroge encore sur ce qui s'est exactement passé la nuit de la mort de James et a engagé une médecin légiste privée pour réexaminer l'affaire. Comment un enfant de 2 ans peut-il décéder sans explication? C'est une catégorie de décès qui échappe encore à la science aujourd'hui. Laura Gould Crandall dirige une fondation nationale qui essaie de répondre à cette question. Crandall dit que le cas de James relève actuellement de la catégorie des morts subites inexpliquées chez l'enfant, qui touche environ un enfant sur 100 000. Ils ignorent comment le prédire ou le prévenir. Les dossiers obtenus par les enquêteurs de CBS démontrent que depuis 2014, le médecin légiste du comté de Cook n'a trouvé aucune explication à la cause et à la manière du décès de 26 enfants âgés de 1 à 4 ans. Crandall convient que ces familles ont besoin de plus de réponses. Le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie du petit garçon la première fois, John Walsh, n'aurait même pas eu les qualifications nécessaires pour effectuer l'autopsie. Le médecin légiste a également conservé le cœur, le cerveau et les organes du cou de James, même après la fin de l'autopsie. Ils ont déclaré que c'était pour des tests ADN génétiques afin de voir s'ils pouvaient confirmer que la cause du décès relevait de la mort subite inexpliquée chez l'enfant. Le cœur et le cerveau de James ont été conservés à cette fin, sans raison de garder ses organes du cou. Grâce à l'aide d'un avocat civil, la pathologiste que Cara avait engagée a finalement pu obtenir ses organes, mais 8 mois plus tard. La seconde autopsie a conclu que James Bill était mort d'un traumatisme de la moelle épinière cervicale. Cela a provoqué un gonflement de la moelle épinière, entravant sa respiration et causant un œdème cérébral, puis une mort cérébrale ayant conduit à qualifier le décès d'accidentel. Le rapport d'autopsie recommandait des investigations complémentaires pour déterminer la cause des blessures, et la police ainsi que les services de protection de l'enfance en ont été avisés. De plus, les seuls incidents pouvant entraîner ce type de blessure à la moelle épinière cervicale seraient un accident de voiture, une chute, une blessure sportive ou des mauvais traitements infligés à un enfant. Un signalement de suspicion de maltraitance et de négligence envers un enfant, déposé par un médecin et le médecin légiste, a été jugé non fondé à la suite d'une enquête menée par les services de protection de l'enfance. Cara, la mère de James, affirme qu'elle continuera à se battre pour la justice pour son fils.
Elle se battra jusqu'à ce que quelqu'un soit enfin tenu responsable de sa mort. La police a déclaré que lors de leur enquête, ils n'avaient trouvé aucune preuve d'un crime, c'est pourquoi ils avaient classé l'affaire. Ils avaient également utilisé un kit de prélèvement pour agression sexuelle sur James après sa mort, mais les résultats du laboratoire criminel ont indiqué qu'il n'y avait pas d'autre ADN, du moins selon la police. Le chef de la police a aussi dit que si Kara apportait de nouvelles preuves, il réexaminerait l'affaire en détail. N'est-ce pas à eux de chercher des preuves, pas à elle? Après la mort de James, Kara a conservé la garde de sa fille 4 jours sur 7 par semaine. Cependant, son père Thomas l'avait toujours les 3 autres jours de la semaine. Kara faisait tout ce qu'elle pouvait pour obtenir la garde exclusive de sa fille, mais je ne sais pas où cela en est. Kara a également lancé une campagne sur change.org pour demander la réouverture de l'enquête sur la mort de James. Depuis sa mort, elle a aussi organisé plusieurs manifestations pacifiques devant le commissariat de Palatine. Mais à ce jour, il n'y a toujours pas eu de justice pour James Beale. Merci d'avoir écouté l'histoire de James aujourd'hui. C'est absolument révoltant que tant de personnes puissent ignorer le fait que la mort de James n'était clairement ni accidentelle, ni due à un syndrome de mort subite inexpliqué de l'enfant. Sans compter que lui et sa sœur avaient déjà subi des mauvais traitements durant des mois et que leur mère en avait de nombreuses preuves. Alors pourquoi le père de James, Thomas, est-il protégé par le tribunal et les autorités? Qu'en penses-tu? C'était un meurtre intentionnel. En 2007, Rowan Ford a disparu de chez elle au milieu de la nuit. Son corps a été laissé dans une grotte et n'a été retrouvé que près d'1 semaine après qu'elle a été tuée. C'est tout simplement terrible. Rowan Damia Ford est née le 11 avril 1998 à San Diego, en Californie, de sa mère, Colleen Monson. Elle était élève en 4e année à la Treeway Elementary School. Rowan était décrite comme travailleuse, joyeuse et gentille. Elle adorait les poupées Barbie, la lecture, le dessin et faire du vélo. Elle aimait aller à l'église et était la cadette de 5 enfants. Rowan, âgée de 9 ans, vivait à Stella, dans le Missouri, avec sa mère, Colleen, et son beau-père, David Spears. On ne sait pas qui était le père biologique de Rowan, et il ne faisait pas partie de sa vie. La petite fille a eu une enfance plutôt difficile. On disait que sa maison était encombrée et sale, et elle arrivait souvent à l'école avec les cheveux emmêlés, qui étaient aussi bien souvent infestés de poux. Rowan était aussi souvent vue sans chaussettes pendant les hivers glacials du Missouri. Mais malgré sa situation, Rowan était une élève brillante qui avait conquis le cœur de nombreux enseignants. Le 3 novembre 2007, vers 9h du matin, la mère de Rowan, Colleen, est rentrée chez elle après avoir travaillé toute la nuit chez Walmart. Alors que d'habitude sa fille l'accueillait à son retour, cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. Elle a cherché Rowan partout dans la maison, mais elle n'a pas réussi à la trouver. Alors Colleen a réveillé son mari, David, qui dormait sur le canapé et était censé surveiller sa fille, et elle lui a demandé où elle était. David a affirmé que Rowan était chez une amie, mais il ne savait pas chez laquelle. À ce moment-là, Colleen voulait appeler la police. Cependant, David lui a dit qu'il savait que Rowan allait bien. Elle était simplement chez une amie. Après encore quelques heures sans que Rowan ne soit rentré ni n'ait appelé sa mère, Colleen a décidé qu'il était temps de signaler sa disparition vers 19h. Une alerte enlèvement a été lancée immédiatement pour la fillette de 9 ans et les recherches ont débuté. Selon le beau-père de Rowan, David, qui avait été le dernier à la voir, il était sorti avec ses amis, Christopher et Nathan, dans la nuit du 2 novembre et avait laissé Rowan seule à la maison parce qu'elle dormait. Il a affirmé être rentré vers minuit sans vérifier si elle allait bien. Plus tard, il a dit à la police qu'il était ressorti vers 1h30 du matin et qu'il avait appelé sa mère pour lui demander s'il pouvait emprunter son SUV. Sa mère a dit qu'elle avait regardé la télévision mais qu'elle n'avait pas vérifié si Rowan allait bien pendant qu'elle attendait le retour de David. Il était resté absent pendant environ 5h30. L'histoire de David n'avait désormais plus de sens pour les enquêteurs. Le shérif Chris Jennings a déclaré qu'il n'avait pas signalé sa disparition avant 8 ou 10 heures après sa disparition, ce que nous avons trouvé extrêmement étrange. Son histoire a changé plusieurs fois. Nous l'avons surpris à mentir plusieurs fois. Les détectives voulaient également parler aux amis de David, avec qui ils disaient avoir passé la soirée, Christopher et Nathan. Quand ils ont parlé avec Nathan,
Il a dit que les 3 hommes s'étaient retrouvés dans une ferme où ils travaillaient tous. Le soir du 2 novembre, ils étaient allés dans un magasin d'alcool pour acheter 2 ou 3 packs de 6 de bière maltais. Ensuite, ils étaient allés chez David pour boire et jouer au billard. Colleen, la mère de Rowan, est partie travailler vers 20h30, laissant son enfant de 9 ans à David. Les hommes ont ensuite continué à boire, même après cela. Plus tard dans la soirée, Christopher a demandé à Nathan de le ramener chez lui et ils ont convaincu David de les accompagner, laissant Rowan tout seul. Ils ont dit qu'elle dormait alors sur le sol de sa chambre. En route vers la caravane de Christopher, le trio s'est arrêté pour acheter plus d'alcool. Quand ils sont arrivés chez Christopher, ils ont continué à boire et ont aussi fumé un peu d'herbe. Au bout d'environ 1 heure, Nathan a dit que lui et David sont partis. Il devait déposer David avant de rentrer chez lui et il a décidé de prendre les petites routes parce qu'il était ivre et ne voulait pas risquer de prendre l'autoroute et de se faire arrêter par un policier. Il a affirmé qu'il avait déposé David vers minuit. Le 4 novembre, la police a interrogé Christopher Collins et il leur a raconté la même histoire que Nathan, sauf pour ce qui est de fumer de l'herbe. Christopher a déclaré aux autorités qu'il était resté chez lui et s'était couché après le départ de David et Nathan ce soir-là. Il a dit qu'il n'avait pas parlé à David depuis ce moment-là et qu'il ne savait même pas jusqu'à maintenant que Rowan avait disparu. Le lendemain, le FBI s'est impliqué dans la recherche de Rowan et les membres de la communauté ont également continué à la chercher. Les techniciens du FBI ont saisi et fouillé le pick-up de David, ainsi que le SUV de sa mère qu'il a dit avoir emprunté ce soir-là. Les agents ont contacté Christopher et lui ont demandé de revenir pour des interrogatoires. Il a accepté et s'est rendu au commissariat. Là, il a répété une déclaration similaire à celle de la veille. Il a aussi accepté un test au détecteur de mensonges et une analyse informatisée du stress vocal. Christopher, que les agents ont décrit comme coopératif et poli, a continué de nier avoir la moindre connaissance de la disparition de Rowan et a proposé d'aider à la retrouver. Il a également accepté plus tard de porter un micro et a accusé David, le beau-père de Rowan, d'être impliqué dans sa disparition. Ensuite, Christopher a donné aux enquêteurs des suggestions sur les endroits où ils devraient chercher la petite fille. Le beau-père de Rowan, David, était ami avec Christopher depuis de nombreuses années et Christopher avait même vécu avec David et sa famille pendant l'été et l'automne 2007. Pendant son séjour là-bas, Christopher dormait au sous-sol et il s'était rapproché des enfants de David. Il aidait Rowan à faire ses devoirs et elle l'appelait Oncle Chris. Elle lui faisait confiance. Puis, à la fin du mois d'octobre 2007, Christopher avait déménagé et était allé vivre dans la ferme de sa famille, où il habitait dans une caravane derrière la propriété située à Wheaton. Le 4 novembre, alors que Christopher était interrogé l'après-midi, le chef de la police de Wheaton, Clinton Clark, patrouillait lorsque Christopher, qu'il connaissait depuis 17 ans, lui fit signe de s'arrêter. Christopher lui a dit que Rowan avait disparu et qu'il la cherchait. Mais le chef décrirait Christopher comme n'agissant pas comme d'habitude et il a dit qu'il était un peu excité. Le chef Clark a informé le FBI de cette interaction et il leur a dit qu'il pensait que Christophe savait quelque chose sur la disparition de Rowan. On l'a alors encouragé à continuer de parler à Christophe et à essayer d'obtenir plus d'informations. Quelques jours plus tard, le 7 novembre, Christophe est allé rencontrer des agents du FBI et il leur a dit que l'alibi de David pour la nuit où Rowan a disparu n'était pas vrai. Il semblait nerveux et a finalement dit aux détectives qu'il ne leur parlerait plus s'ils continuaient à l'accuser de la disparition de la jeune fille. Plus tard dans la soirée, Christophe l'a parlé avec le chef Clark et lui a dit qu'il devait se trouver un avocat. Quelques jours plus tard, le 9 novembre, la pire crainte de tous s'est réalisée. Le corps de Rowan a été retrouvé dans la Fox Cave, qui était en fait un gouffre plutôt qu'une grotte. Elle a été retrouvée nue à partir de la taille, ne portant qu'une seule chaussette. Des affiches demandant des informations sur la disparition de Rowan Ford restent visibles à Stella, même après son meurtre. Quand on vit dans une petite communauté, un incident comme celui-ci frappe vraiment fort. On a le cœur lourd comme tout le monde. La communauté d'environ 175 personnes a fouillé les bois toute la semaine dernière à la recherche de la petite fille. Je suis content qu'ils aient retrouvé son corps. J'aurais aimé qu'ils l'aient trouvé vivante. Les enquêteurs avaient fouillé une zone du comté de McDonald. Une adjointe, suivant son intuition, a décidé de la recontrôler minutieusement. Cet adjoint connaissait une zone de grotte inexplorée et a décidé de la vérifier ce matin. Il a trouvé le corps de Rowan sous une corniche dans un gouffre. Nous savons que Rowan est dans un endroit paisible.
Et nous sommes reconnaissantes que Rowan ne souffrira plus jamais. Et vous savez, nous sommes tristes que cela ait dû arriver. Mais nous avons la foi et nous continuons d'avoir la foi. Après une semaine de recherche, la communauté est soulagée d'avoir enfin des réponses, mais cherche maintenant qui a tué Rowan et pourquoi. Nous allons simplement attendre et voir ce qu'ils vont faire maintenant. Selon l'autopsie de Rowan, elle est morte par strangulation. Elle avait également été violée. La fillette de 9 ans portait des coupures et ecchymoses infligées avant sa mort, ainsi que de graves blessures au visage que les autorités attribuaient au moment où elle allait été jetée dans le trou. Lorsque le corps de Rowan a été retrouvé, Christopher s'est finalement présenté au chef Clark et lui a dit la vérité sur ce qui s'était passé. Il a dit que, dans la nuit du 2 novembre, lorsque Nathan avait ramené David à sa caravane en empruntant les routes secondaires, il était monté dans son propre véhicule et avait foncé chez David sur la route principale, arrivant avant lui et emmenant Rowan. Ils sont ensuite retournés à sa caravane et une fois là-bas, il a avoué avoir violé la petite fille. Christopher a dit aux enquêteurs qu'après avoir commis cet acte horrible, il avait l'intention de ramener Rowan chez elle, allant même jusqu'à la conduire dehors, dos à lui, sans parler pour qu'elle ne puisse pas entendre sa voix et l'identifier. Mais Rowan a réussi à se retourner et la lune était brillante cette nuit-là, alors elle a reconnu Christopher. C'est à ce moment-là qu'il a dit avoir paniqué. Christopher a vu une corde enroulée dans la benne du pick-up à côté de lui, alors il l'a attrapée et l'a enroulée autour du cou de Rowan. Puis il a commencé à tirer très fort. Elle s'est débattue un peu, mais elle est tombée au sol. À ce moment, Christopher comprit qu'il avait de gros ennuis, alors il mit le corps de Rowan dans la benne de son camion et roula un moment pour chercher où l'abandonner. Il a finalement choisi la grotte où elle serait retrouvée plus tard. Une fois que Christopher est retourné à sa caravane, il a brûlé toutes les preuves possibles, y compris ses vêtements ensanglantés, son matelas et les sous-vêtements de Rowan. Après avoir avoué aux autorités, Christopher a été placé en état d'arrestation et inculpé de meurtre au premier degré, de viol avec violence et de viol sur mineur. Il a été détenu sans possibilité de libération sous caution. Les agents sont alors retournés parler avec le beau-père de Rowan, David, et de façon choquante, il s'est lui-même impliqué dans le meurtre de la jeune fille. Selon le beau-père, il était rentré à la maison vers minuit, et lorsqu'il est allé dans la chambre de Rowan pour vérifier si elle allait bien, il a constaté qu'elle n'était plus là. Pour une raison quelconque, il a dit qu'il savait que Christopher l'avait emmenée et l'avait ramenée dans sa caravane. Alors David a emprunté le SUV de sa mère et s'y est rendu. Lorsqu'il est arrivé, il a découvert que Christopher était en train de violer Rowan et il a décidé de se joindre à lui. Les deux hommes ont compris qu'ils allaient avoir de gros ennuis pour ce qu'ils avaient fait. Alors ils ont tué la fillette de 9 ans et ont abandonné son corps dans la grotte. David a affirmé que c'était lui qui avait étranglé Rowan avec la corde après que Christopher la lui ait tendue. À ce moment-là, David Spears a également été arrêté et il a été inculpé des mêmes chefs d'accusation que Christopher. Il a également été détenu sans possibilité de libération sous caution. Quelques jours après son arrestation, la mère de Rowan, Colleen, a demandé le divorce. Puis, étrangement, lorsque la police est retournée parler à Christopher, il a affirmé que David n'avait rien à voir avec le meurtre de Rowan. Mais pendant que David était en prison, il avait parlé à sa mère au téléphone et avait avoué avoir causé la mort de la jeune fille. Il lui a dit qu'il avait eu un trou noir et que sa mémoire commençait tout juste à lui revenir. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'accusation annonce qu'elle comptait demander la peine de mort contre Christopher et David. Christopher n'a été jugé qu'en mars 2012. À l'époque, son avocat a déclaré qu'il avait été diagnostiqué avec un trouble d'attachement dissociatif sévère et désorganisé, ainsi qu'un trouble explosif intermittent. Ils ont déclaré que Christopher avait été gravement négligé par ses parents et avait passé beaucoup de temps en famille d'accueil. Pour cette raison, il ne pouvait pas nouer de liens émotionnels avec les autres. La famille, les enseignants et les amis de Rowan se présentaient au tribunal pour raconter l'impact dévastateur que sa mort avait eu sur leur vie. La mère de Rowan, Colleen Munson, a dit que sa vie était devenue une coquille vide. Elle a déclaré « Il n'y a plus vraiment de vie, je pleure beaucoup. Cela faisait 6 mois que Rowan avait été retrouvé et je n'en pouvais plus. J'ai été hospitalisée plusieurs fois. Je suis actuellement suivie par un psychiatre. J'essaie de retrouver une vie simple, quelque chose qui ressemble à une vie. » La sœur aînée de Rowan, Ariana, a déclaré au tribunal qu'elle s'était effondrée au sol lorsqu'elle avait appris que sa sœur avait été tuée. « Tout le monde dans ma famille est tombé dans une profonde dépression », a-t-elle dit.
Au final, Christopher a été reconnu coupable des accusations portées contre lui et il a été condamné à mort. Depuis lors, il a tenté de faire appel de sa condamnation à plusieurs reprises, mais toutes ses tentatives ont été rejetées. Puis, en septembre 2012, avant que David ne puisse être jugé, le parquet a décidé de retirer les accusations de meurtre et de viol portées contre lui. Il a conclu un accord de plaidoyer et a plaidé coupable d'entrave à la justice et de mise en danger d'un enfant. Il a été condamné à 4 ans pour entrave à la justice et à 7 ans pour mise en danger d'un enfant. La décision d'abandonner les charges contre David a été prise après qu'une enquête supplémentaire n'a pas permis de prouver de manière concluante qu'il avait été impliqué dans l'agression ou le meurtre de Rowan. Un kit de prélèvement pour agression sexuelle avait été utilisé lors de l'autopsie de Rowan et il n'y avait aucune preuve contre David. Il n'y avait pas non plus d'autres preuves matérielles de son implication. Les enquêteurs ont relevé des incohérences dans sa déclaration sur l'étranglement de la fillette. Donc, entre le manque de preuves et l'insistance de Christopher sur le fait que David n'avait rien à voir avec les crimes, les procureurs ne pensaient pas avoir assez d'éléments pour l'inculper. Et cela, même si la veille de la découverte du corps de Rowan, David avait conduit le coroner du comté de Newton exactement à cet endroit. Ils avaient tous deux regardé dans la grotte, sans voir son corps. Le coroner a contacté le FBI après cela, et moins de 24 heures plus tard, ils ont retrouvé le corps de Rowan. Donc, s'il n'avait rien à voir avec son meurtre, comment David savait-il où Rowan pouvait être retrouvé ? Après avoir purgé seulement quelques années derrière les barreaux pour ses autres chefs d'accusation, David a été libéré en mars 2015. Pendant qu'il était sous probation, il est allé travailler pour le bureau du défenseur public de l'État. Cependant, en février 2025, il a été licencié. Un licenciement au bureau du défenseur public du Missouri à West Plains. L'homme qui a passé des années en prison pour son implication dans le meurtre de sa belle-fille n'y travaille plus. Une employée RH du bureau du défenseur public nous a indiqué ce matin que David Spears avait travaillé pour la dernière fois lundi. Le bureau avait été critiqué pour avoir embauché David Spears en 2016, un an après sa libération de prison pour son implication dans le meurtre de Ford près de Joplin. Après avoir perdu plusieurs appels, Christopher Collins, âgé de 49 ans, a finalement été exécuté par injection létale le 3 décembre 2024. Il avait écrit une note à lire à voix haute après son exécution. Elle disait « Quoi qu'il en soit, j'accepte la situation telle qu'elle est. Toutes mes excuses à ceux que j'ai pu blesser dans cette vie. J'espère que vous trouverez la paix et avancerez. Quel que soit votre camp, vous êtes dans mes prières et j'espère vous revoir un jour au paradis. » Ce qui, premièrement, ne s'adresse pas directement à la famille de Rowan, ni ne leur présente vraiment des excuses. Et deuxièmement, il pense qu'il ira au paradis et que quelqu'un voudrait le voir là-bas. D'après le shérif Jennings, l'affaire de Rowan a eu le plus grand impact sur lui. À ce jour, il porte toujours la carte d'identité scolaire de la jeune fille dans sa poche. Il a dit que son affaire a changé leur façon d'enquêter sur les crimes contre les enfants. Ils pensent aussi à Rowan lorsqu'ils prennent la décision de retirer ou non un enfant de son foyer. Le shérif Jennings a dit que même s'il y avait eu quelques appels au service de protection de l'enfance concernant Rowan, personne n'avait jamais contacté la police. Il dit qu'il aime penser qu'il l'aurait retiré de cette situation s'ils avaient été appelés. Le matin précédant les funérailles de Rowan, les enseignants et les élèves de son école ont planté un cornouiller rose en son honneur et ont lâché des ballons violets porteurs de messages de ses camarades. Les funérailles de Rowan ont eu lieu le 14 novembre 2007 à la Gospel Lighthouse Church. Elle a ensuite été enterrée au Macedonia Cemetery à Stella. La mère de Rowan Ford a fait un parcours qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire, encadrée par des motards contre la maltraitance infantile en entrant aux funérailles de sa fille. Aujourd'hui, Rowan a été célébrée comme la fillette de 9 ans qu'elle était, sa couleur préférée, le violet, son émission télé préférée, Hannah Montana, et ce qu'elle aimait le plus faire le dimanche, aller à l'église. Elle est adorable. Jolie petite fille timide. Ne fais pas ça. Je ne peux pas en dire beaucoup plus sur ce qu'ils ont fait là-dedans. Nous avons aussi appris que Rowan aimait le vélo et que son hymne préféré était Old Rugged Cross, chanté en sa mémoire par ses proches. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. L'instituteur de cours moyennin Todd Holt a fait le trajet depuis Springfield pour assister à une cérémonie à l'école primaire Treeway, dans la petite ville de Stella.
C'est là qu'un banc commémoratif a été dédié à Rowan Ford. Elle était élève de cours moyen dans cette école en 2007 au moment de sa disparition et de son meurtre. Holt, professeur principal de Rowan, dit qu'elle aimait apprendre. Rowan était un rayon de soleil. Vous savez, peu importe ce qu'elle traversait dans sa vie à la maison, elle était une enfant différente à l'école et nous avons tout fait pour que cela ressorte. La cérémonie a lieu le jour où Rowan aurait eu 27 ans. Treeway était son refuge, l'endroit où elle voulait venir et où elle savait qu'elle était aimée. Et je pense que ceci, ici, lui montrera que peu importe le nombre d'années qui passent, 17 ans, 27 ans, 37 ans, nous nous souvenons toujours d'elle et que nous nous souviendrons toujours d'elle. De nombreuses personnes ont assisté à l'inauguration, dont les forces de l'ordre local et l'ancien shérif du comté de Newton, Chris Jennings, qui a travaillé sur l'affaire du meurtre de Rowan. Ça compte beaucoup pour moi qu'elle n'ait pas été oubliée par la communauté. Vous savez, je pense à elle personnellement tout le temps. Ça a eu un impact majeur sur ma carrière. En 44 ans de carrière, c'était l'affaire la plus horrible sur laquelle j'ai travaillé et j'en ai traité beaucoup. Ceux qui ont assisté à la cérémonie disent que la mémoire de Rowan vivra à jamais à l'école primaire Treeway. Je sais qu'elle n'a pas été oubliée par les forces de l'ordre. Nous en parlons encore souvent, même à la retraite. Je sais que les habitants de cette communauté et du comté de Newton en général ne l'oublieront jamais. Il est important de savoir qu'elle était aimée. Et je sais qu'elle était aimée. Pour une enseignante, c'était l'élève idéal. Merci d'avoir écouté l'histoire de Rowan aujourd'hui. Cette pauvre fille menait déjà une vie difficile quand elle a été tuée par un ou deux hommes en qui elle avait confiance. J'ai du mal à croire que David n'était pas impliqué dans l'agression et le meurtre de Rowan. Il ne semblait pas vraiment inquiet de sa disparition. Christopher a d'abord dit qu'il était impliqué et qu'il savait exactement où l'on pouvait retrouver son corps. Que penses-tu de cette affaire ? David aurait-il dû aussi être puni pour ce qui est arrivé à la fillette de 9 ans ? Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Encore plus de contenu d'A Wicked World est disponible sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/awicked, patreon.com/awickedworld ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime à l'adresse awickedworldtruecrime@gmail.com.